Des tirs sporadiques d'obus et des échanges de coups de feu ont éclaté en 12 endroits le long de la frontière thaïlando-cambodgienne. L'affrontement a commencé près du complexe du temple Tamontom, dont le statut est contesté, où des responsables thaïlandais affirment avoir détecté un drone de surveillance cambodgien, suivi par l'avancée de troupes cambodgiennes venues installer des positions logistiques. Selon la Thaïlande, après avoir lancé des avertissements verbaux, leurs forces ont essuyé des tirs, ce qui a déclenché un affrontement plus large le long de la frontière. Des roquettes et de l'artillerie cambodgienne ont ensuite frappé les provinces thaïlandaises de Surin et Sisaket, touchant apparemment des habitations civiles, une station-service, un hôpital et des routes publiques. En réponse, la force aérienne royale thaïlandaise a lancé des frappes aériennes avec des avions de chasse F-16, visant ce qu'ils ont déclaré être 2 positions militaires cambodgiennes responsables des attaques. Les responsables thaïlandais ont insisté sur le fait que les frappes étaient trop précises et proportionnées, mais le Cambodge a rejeté cette affirmation, accusant la Thaïlande d'avoir bombardé une route publique près d'un sanctuaire bouddhiste et mis en danger des civils. Jusqu'à présent, plus d'une douzaine de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers déplacées, tandis que le premier ministre thaïlandais par intérim a averti que les combats à la frontière pourraient dégénérer en guerre. Pendant des années, des frontières mal délimitées et des revendications nationalistes ont maintenu les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge. Mais cette dernière série d'affrontements est la pire depuis plus de 10 ans, poussant les deux nations dans une nouvelle phase plus dangereuse du conflit. La périphérie retient son souffle, sachant qu'aucune ligne sur une carte ne reste silencieuse éternellement. Ce qui complique encore les choses, c'est la conviction en Thaïlande que cet affrontement frontalier fait partie d'une lutte de pouvoir plus profonde. La première ministre Pey Tung Tan vient de la famille Shinawatra, qui s'oppose depuis longtemps à l'élite militaro-royaliste, et beaucoup soupçonnent que la crise sert de prétexte pour la destituer. Ce n'est pas si farfelu que ça. La Thaïlande a connu 13 coups d'état militaires réussis depuis 1932, ainsi qu'au moins 9 tentatives ratées, ce qui en fait l'un des pays les plus sujets aux coups d'état au monde. Les luttes de pouvoir entre les dirigeants élus et l'armée sont presque un stéréotype. Paetongtarn a été suspendue de ses fonctions, mais elle peut encore revenir sur le devant de la scène, ce qui peut expliquer pourquoi la Thaïlande n'est pas encore prête à désamorcer la situation. La Thaïlande et le Cambodge se disputent leurs frontières depuis bien plus d'un siècle. Au cœur du conflit se trouvent des hauteurs stratégiques et d'anciens temples revendiqués par les deux parties. Les principales zones contestées incluent Tamontom, Ta Quai, Chongchom, Chonganma et Chongbok. Mais la principale zone disputée est le temple de Preah Vihear, un complexe hindou construit à l'apogée de l'Empire Khmer. Réputé pour sa puissance et son influence considérable, l'Empire Khmer a laissé un héritage qui continue de façonner l'identité de la région jusqu'à aujourd'hui. Le Cambodge et la Thaïlande se considèrent tous deux comme les héritiers légitimes, faisant du temple un point de fierté nationale et de discorde persistante. Cependant, le différend moderne remonte à l'époque coloniale, lorsque la France contrôlait le Cambodge, le Laos et le Vietnam, collectivement connus sous le nom d'Indochine française. La Thaïlande, quant à elle, n'a jamais été colonisée. Elle est restée le seul pays d'Asie du Sud-Est à préserver son indépendance. Ainsi, lorsque la France et la Thaïlande se sont réunies pour délimiter leurs frontières, elles ont rencontré certaines complications. Contrairement aux déserts ouverts du Moyen-Orient, les jungles denses de l'Asie du Sud-Est rendaient difficile le tracé de lignes nettes sur la carte. En conséquence, en 1904, les diplomates français et thaïlandais ont accepté d'utiliser le principe de la ligne de partage des eaux pour définir leurs frontières, ce qui plaçait le temple de Preah Vihear du côté thaïlandais. Pour les Français, ces détails semblaient insignifiants, ce n'était qu'un autre morceau de territoire. Mais pour le Cambodge français, c'était une gifle en plein visage. Donc, quelques années plus tard, après un lobbying intense de la part des Cambodgiens, la France a unilatéralement ajusté la frontière et publié une nouvelle carte en 1908. Cette fois, le temple de Preah Vihear a été placé fermement à l'intérieur du territoire cambodgien. La Thaïlande a protesté de manière informelle, considérant cette modification comme une violation flagrante de l'accord initial. Cependant, ses dirigeants ont été absorbés par d'autres développements géopolitiques plus urgents
et n'ont donc jamais engagé de plainte juridique. Avançons jusqu'en 1946. La Seconde Guerre mondiale venait de se terminer, et la capacité de projection de puissance de la France était gravement affaiblie. Profitant de l'occasion de reprendre leur pays, les Vietnamiens ont lancé une guerre pour l'indépendance. Le conflit fut brutal et épuisant, s'étendant sur 7 longues années. Puis, en 1954, lors de la bataille de Dien Bien Phu, les forces françaises ont subi une défaite décisive. L'année suivante, la France accepta de retirer toutes ses troupes d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont célébré leur émergence en tant qu'États indépendants. La Thaïlande, quant à elle, y vit une opportunité et déplaça des troupes dans les zones disputées le long de la frontière cambodgienne. Après avoir retrouvé ses repères, le Cambodge porta l'affaire devant la toute nouvelle Cour internationale de justice en 1959. La Cour internationale était une institution nouvelle à l'époque, créée pour rendre la résolution des conflits plus transparente, efficace et accessible. La Thaïlande et le Cambodge étaient tous deux d'accord pour dire que c'était plus rentable que la guerre. En 1962, après des années d'audiences et de débats, la Cour internationale a finalement rendu sa décision. Le temple appartenait au Cambodge. Le facteur le plus important dans cette décision était que la Thaïlande n'avait pas contesté la carte française à temps. Trop de temps s'étant écoulé, la revendication de la Thaïlande était jugée non pertinente. Cependant, bien que la Cour internationale ait attribué le temple au Cambodge, elle n'a rendu aucune décision concernant les terres entourant le complexe. Et c'est un exemple classique de la façon dont les décisions juridiques ne règlent pas toujours les différends dans le monde réel. Voilà le problème. La chaîne de montagnes où se trouve le temple forme une frontière naturelle entre la Thaïlande et le Cambodge, mais le temple lui-même est perché au sommet d'une falaise. La seule façon d'y accéder est par le côté thaïlandais. En résolvant un différend, la décision en a involontairement déclenché un autre. Dans l'ensemble, la querelle autour du temple de Preah Vihear n'est qu'un point de tension le long d'une frontière beaucoup plus vaste et contestée. Au total, il existe 6 grandes zones disputées entre la Thaïlande et le Cambodge, dont beaucoup proviennent des mêmes cartes de l'époque coloniale et d'accords frontaliers ambigus. Parmi les 6 zones disputées, 3 concernent des temples anciens similaires à Preah Vihear, tandis que les 3 autres se concentrent autour de hauteurs stratégiques, précieuses à la fois pour le contrôle militaire et territorial. En conséquence de ces différends, les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande se sont périodiquement intensifiées, plus récemment entre 2008 et 2011, lorsque des affrontements ont éclaté près des sites contestés. Un schéma qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, car des frontières non résolues ne disparaissent pas, elles s'enveniment. La Thaïlande et le Cambodge sont à un autre chapitre de confrontation. Cette fois, les tensions ont commencé au complexe du temple Ta Mon Tom, qui est différent de Preah Vihear ici par son emplacement, mais identique par sa nature contestée. Le temple est fermement contrôlé par la Thaïlande, mais en février, le Cambodge a avancé ses troupes près du site, ce qui a poussé les forces thaïlandaises à réagir de la même manière. Avec les 2 armées qui se faisaient la face, l'atmosphère est devenue tendue. Puis le 28 mai, les tensions ont éclaté. Un échange de coups de feu a éclaté, entraînant la mort d'un soldat cambodgien. Peu après, le Cambodge a révélé un enregistrement d'un appel avec le Premier ministre thaïlandais. C'était clairement une manœuvre pour déstabiliser le gouvernement thaïlandais, et cela a fonctionné. Dans l'extrait audio, la première ministre thaïlandaise Paetongtarn a appelé son homologue cambodgien « oncle » et a critiqué un général thaïlandais en le qualifiant de prétentieux. Elle a également exhorté les dirigeants cambodgiens à ne pas faire confiance au commandement militaire thaïlandais pour maintenir la paix. C'était une fuite embarrassante. Sans surprise, cela a déclenché une crise politique en Thaïlande. Des manifestations de masse ont éclaté dans tout le pays, exigeant la démission du Premier ministre. Au même moment, un allié politique clé s'est retiré du gouvernement de coalition. Et depuis le 1er juillet, le Premier ministre Paetongtarn a été suspendu par la Cour constitutionnelle en raison de préoccupations éthiques. Alors pourquoi le Cambodge attise-t-il les tensions en Thaïlande? Pour des raisons politiques internes.
Vous voyez, le premier ministre cambodgien Hun Manet est entré en fonction en 2023. Son père, Hun Sen, a été Premier ministre du Cambodge de 1985 à 2023 et occupe actuellement les postes de président du Parti du peuple cambodgien au pouvoir et de président du Sénat. Une manière polie de signifier qu'il est le dirigeant suprême du pays. Le jeune Hun, maintenant Premier ministre, est un ancien général et diplômé de West Point, avec des liens étroits avec l'armée cambodgienne. Mais sa mainmise sur le pouvoir reste incomplète. Il fait encore face à de puissantes familles et à des rivaux qui dominent d'autres sphères de l'État. Ainsi, en attisant les tensions avec la Thaïlande, Hun et le vieux Hun Sen cherchent probablement à renforcer la crédibilité et la légitimité des jeunes Hun en s'appuyant sur le nationalisme cambodgien. Un élément clé de ce sentiment est la reconquête des territoires perdus, en particulier les zones où se trouvent d'anciens temples khmers et des populations khmères ethniques. Et ce n'est pas la première fois qu'il joue cette carte. Conformément à cette politique nationaliste, en septembre 2024, le Premier ministre Hun a retiré son pays de l'accord du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, qui avait été établi pour stimuler le commerce et le développement dans les zones frontalières. La décision de Hun de quitter le pacte était un geste symbolique destiné à apaiser la colère du public face aux allégations selon lesquelles son gouvernement aurait cédé des terres au Vietnam. Pour donner du contexte, les nationalistes cambodgiens ressentent également la perte du delta du Mékong au profit du Vietnam, qu'ils appellent la Basse-Cambodge. Ainsi, en intensifiant les tensions à la frontière thaïlandaise, la nouvelle direction du Cambodge fait un pari calculé pour rallier le soutien intérieur et ainsi consolider son pouvoir politique. Pour l'instant, cependant, il est probable que des escarmouches localisées et de faible intensité continuent le long de la frontière. Mais une guerre à grande échelle est peu probable. Le Cambodge ne dispose actuellement pas de la capacité militaire conventionnelle pour déloger les forces thaïlandaises retranchées des zones disputées. Pendant ce temps, la Thaïlande n'a guère intérêt à aggraver la situation. Elle contrôle déjà, directement et indirectement, tous les sites contestés. De plus, les deux pays voudront minimiser les perturbations du tourisme, qui représente environ 12% du produit intérieur brut de la Thaïlande et 9% de celui du Cambodge. Donc, les chances d'une guerre à grande échelle sont faibles. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pourrait jouer un rôle de médiateur entre les deux parties. Mais la Chine détient un levier bien plus important, en particulier sur le Cambodge, qui dépend fortement du soutien politique, militaire et financier chinois. Pékin est en tête en matière d'investissement direct étranger, dispose d'un accès militaire à la base navale de Ream et exerce une influence sur les principaux projets d'infrastructure, notamment le canal Funan-Techo. Ce dernier est un projet phare qui s'apprête à remodeler le paysage stratégique de la région. Nous avons dédié un épisode distinct à ce thème. Le lien est dans la description, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Si le conflit commence à menacer la stabilité régionale ou les investissements stratégiques chinois, Pékin pourrait utiliser ses leviers pour faire pression sur Phnom Penh afin d'éviter une escalade plus profonde. Cependant, la désescalade devra être réciproque, informelle et sans engagements écrits. Les deux nations sont confrontées à des complications à leur manière. La Thaïlande traverse une crise politique avec son premier ministre suspendu et des manifestations de masse qui ébranlent le gouvernement. Pendant ce temps, le Cambodge est en train de consolider le pouvoir politique sous sa nouvelle direction. La dernière chose que chaque camp souhaite, c'est de paraître faible sur la question de la souveraineté. Par conséquent, apaiser les tensions nécessitera une approche discrète et bilatérale, soigneusement tenue hors des registres officiels. Cependant, si rien n'est fait, un seul incident majeur pourrait suffire à faire basculer la crise en une guerre totale. Les événements sur le terrain évoluent souvent plus vite que les dirigeants politiques ne peuvent réagir, car chaque frontière oubliée attend patiemment son allumette.